véhicules qui sont maintenus en lévitation par un coussin d'air. Ces rails à coussin d'air utilisent le même principe. Une soufflerie fait passer de l'air à travers ce tube à section triangulaire disposé horizontalement. L'air sort par de nombreux petits trous et supporte ainsi ce mobile. Ce chariot peut se déplacer sans frottement notable sur le coussin d'air produit par le rail. Comme le chariot ne possède pas de roues, aucune énergie n'est perdue sous forme d'énergie de rotation. Ceci élimine les deux causes d'erreur omniprésentes en mécanique, le frottement et la rotation, et permet donc la vérification des principes fondamentaux de la mécanique. Ce chariot à roues lancé sur un plan horizontal s'arrête après un certain parcours. Tous les cœurs lancés ainsi finissent par s'arrêter, à moins qu'une force motrice ne les maintienne en mouvement. Le grand philosophe grec Aristote expliquait ce fait par sa théorie de l'état naturel des cœurs. Il disait que l'état naturel des cœurs terrestres est le repos. Sur la Terre, elle-même au repos absolu, le mouvement n'est pas un état naturel et les cœurs doivent tous s'arrêter pour retrouver leur état naturel. Depuis Galilée, on sait que cette théorie est fausse. Un chariot lancé sur le rail à coussin d'air rigoureusement horizontal continue son mouvement rectiligne. Si le rail était très long, le chariot continuerait son mouvement sans changer de vitesse. Dans notre cas, un ressort à l'extrémité du rail nous renvoie le chariot. Vérifions maintenant si le mouvement du chariot est uniforme. Ce chronomètre est relié à une cellule photoélectrique et mesure la durée que met le chariot pour parcourir 4 cm. En effet, la plaque qui empêche l'éclairement de la cellule au passage du chariot a une longueur de 4 cm. Dans le montage complet, un deuxième chronomètre mesure la durée de passage du chariot en un autre endroit du rail. Lançons le chariot. Les deux chronomètres indiquent 65 millisecondes, ce qui nous montre que le mouvement se fait à vitesse constante. Au lieu de déterminer la vitesse par des mesures directes, comme nous venons de le faire, nous pouvons utiliser la photographie stroboscopique. Un stroboscope émet des éclairs lumineux de très courte durée à des intervalles de temps successifs égaux. Un appareil photographique placé devant le rail, qui est éclairé uniquement par le stroboscope, enregistre la position du mobile à chaque éclair lumineux. Une tige blanche montée sur le chariot sert de repère. Voici la photo obtenue quand le chariot est lancé horizontalement, qui montre que le mouvement du chariot s'est fait à vitesse constante, car entre deux éclairs successifs, il a parcouru des espaces égaux. Retenons donc qu'un cœur en mouvement poursuit son mouvement rectiligne et uniforme, à moins qu'une cause extérieure vienne le déranger. C'est là le contenu du principe d'inertie, énoncé en 1686 par Newton, mais découvert par Galilée lors de l'étude de la chute libre des cœurs. Mais, comme à cette époque, il était impossible d'étudier un mouvement si rapide, Galilée eut l'idée de réduire la force de gravité en laissant rouler par leur propre poids des boules de divers matériaux dans une rainure le long d'un plan incliné, au lieu de les laisser tomber verticalement. Son raisonnement était le suivant.
Puisqu'un plan incliné procure un support partiel pour les objets situés sur lui, leur mouvement doit être similaire à celui qu'ils auraient en chute libre, sauf que le temps de chute sera allongé d'un facteur qui dépend de la pente. Cette expérience historique peut être faite aussi sur le rail à coussin d'air, auquel nous avons donné une légère inclinaison. Le stroboscope donne des intervalles de temps égaux que nous allons prendre comme unité de temps. Le chemin parcouru par unité de temps, c'est-à-dire la vitesse moyenne pendant chaque intervalle, peut être lu sur la photo stroboscopique. La mesure montre que cette vitesse moyenne augmente régulièrement avec le temps. La variation de vitesse par unité de temps, qui est l'accélération, est donc constante et nous avons affaire à un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Galilée a ensuite poursuivi en pensée l'expérience célèbre du plan incliné en raisonnant ainsi. Puisqu'il y a changement de vitesse, c'est-à-dire accélération, aussi longtemps que le plan est incliné et que l'accélération diminue au fur et à mesure que la pente diminue, il faut que, pour une pente nulle, l'accélération soit nulle. Réalisons maintenant sur le rail à coussin d'air cette expérience que Galilée n'a pu qu'imaginer. Nous allons d'abord donner une légère inclinaison au rail, puis la ramener rapidement à zéro. Nous constatons que le chariot continue son mouvement à vitesse constante, ce qui est d'ailleurs prouvé par les deux chronomètres qui affichent la même durée de passage du chariot sur la partie horizontale de la trajectoire. Pour vérifier si le principe d'inertie qui découle de cette expérience est valable aussi pour un mouvement qui se fait dans le plan, nous allons recourir à la table soufflante. Tout comme pour le rail à coussin d'air, une soufflerie fait passer de l'air à travers de nombreux petits trous dans cette plaque rigoureusement plane. Des mobiles de masses différentes peuvent se déplacer sans frottement notable sur cette surface, tout en étant supportés par le coussin d'air qui se forme en dessous d'eux. La table soufflante a en plus l'avantage qu'on peut y utiliser des mobiles de forme et de taille assez variées, à la seule condition que leur surface inférieure soit rigoureusement plane. Si la table soufflante est bien ajustée, c'est-à-dire rigoureusement horizontale, un corps au repos reste au repos et un corps animé d'un mouvement rectiligne uniforme reste en mouvement rectiligne uniforme. Pour ne pas avoir des distorsions trop grandes par la prise de vue oblique, nous allons observer la surface de la table soufflante par l'intermédiaire de ce miroir. Marquons les bords de la table soufflante en y mettant des mobiles. Reprenons encore une fois cette expérience qui nous illustre le principe d'inertie. Si on utilise un mobile d'une autre forme, on remarque que superposé au mouvement de translation, il peut se produire un mouvement de rotation. Mais nous remarquons quand même qu'il y a toujours un point qui décrit un mouvement rectiligne et uniforme.
Il s'agit du centre de masse, ou mieux, du centre d'inertie du solide, comme nous le montre d'ailleurs cette photographie stroboscopique. Pour ce carré homogène, le centre d'inertie coïncide avec le centre de symétrie. Si nous essayons avec une plaque triangulaire, nous constatons que le centre d'inertie est le barycentre de la plaque, c'est-à-dire le point de concours des trois médianes. Ces expériences nous montrent que si un solide est isolé, son centre d'inertie est ou bien au repos, ou bien animé d'un mouvement rectiligne et uniforme. Vérifions ceci à l'aide de deux mobiles identiques accouplés par une tige sur laquelle la position du centre d'inertie est marquée. Nous constatons encore une fois que dans le cas d'un système isolé, le centre d'inertie décrit un mouvement rectiligne et uniforme. Si nous accouplons deux mobiles de masse différentes, le centre de masse se trouve évidemment déplacé vers le mobile de plus grande masse. L'ensemble se déplace de nouveau que ce centre d'inertie décrive un mouvement rectiligne uniforme ou bien que ce centre d'inertie reste au repos. Dans ses discours sur les deux nouvelles sciences, parus en 1638 en Hollande, Galilée parle en dehors de l'inertie encore de ce qu'on appelle aujourd'hui le principe de la relativité galiléenne ou bien le principe de l'indépendance des mouvements. Nous allons vérifier ce principe à l'aide d'un chariot surmonté d'un petit canon. Le canon peut lancer verticalement une bille par l'intermédiaire d'un ressort tendu. Le déclenchement est produit par un signal radio pour ne pas perturber le phénomène qu'on veut observer. Quand le chariot est au repos, la bille retombe évidemment dans le canon. Le père Mersenne, contemporain et ami de Galilée, s'était déjà occupé de cette question, comme le montre cette figure de la correspondance de René Descartes. Reprenons le tir, mais cette fois avec le chariot animé d'un mouvement rectiligne et uniforme. Quelle que soit la vitesse du chariot, la bille retombe dans le canot malgré le mouvement du chariot. La photographie stroboscopique montre que pour l'observateur extérieur, la bille décrit une trajectoire parabolique due à la superposition des deux mouvements qui se font simultanément. La bille monte et retombe et, en vertu de son inertie, continue son mouvement rectiligne et uniforme de la même façon que le chariot. L'un des mouvements se fait indépendamment, quoique simultanément de l'autre. Revenons au rail à coussin d'air sur lequel un premier chariot heurte un deuxième chariot identique au repos, de façon que les deux vont s'accrocher. Une telle collision est appelée choc inélastique et peut être réalisée en mettant un morceau de pâte à modeler sur l'un des deux chariots. Lançons le chariot et nous constatons qu'après le choc, les deux continuent ensemble avec une vitesse beaucoup plus faible.
Reprenons encore une fois. Mesurons maintenant les temps de passage avant et après le choc. Pour parcourir 4 cm, le premier chariot a mis 49 millisecondes. Après le choc, les 4 cm sont parcourus en 99 millisecondes, temps à peu près double du premier. Donc, la vitesse des deux chariots après le choc est pratiquement la moitié de la vitesse avant le choc. Résumons. Avant le choc, la masse M était animée d'une vitesse V. Après le choc, la masse 2M des deux chariots ensemble était animée de la vitesse V sur 2. Nous remarquons que le produit de la masse par la vitesse est le même avant le choc qu'après le choc. La grandeur m fois v, appelée quantité de mouvement, est donc constante lors d'un choc inélastique, comme nous venons de le réaliser. En tenant compte du caractère vectoriel de la quantité de mouvement, ce résultat se généralise et s'applique à tout système isolé, comme par exemple à celui formé par deux chariots identiques animés de vitesses opposées. Prêt? 1, 2, 3. La quantité de mouvement total du système avant le choc inélastique était nulle comme somme de deux vecteurs opposés. Elle est nulle aussi après le choc, comme l'expérience nous l'a montré. La conservation de la quantité de mouvement peut être vérifiée aussi dans le cas d'un choc élastique. Un premier chariot heurte un deuxième chariot identique au repos. Les deux chariots sont munis de ressorts pour rendre le choc élastique. Le chariot incident s'arrête, il y a échange de vitesse, donc conservation de la quantité de mouvement. Au lieu de faire des mesures laborieuses sur la conservation de la quantité de mouvement dans le cas du choc élastique avec des chariots de masse différente et avec des vitesses différentes, nous allons vérifier que la quantité de mouvement nul d'un système isolé se conserve aussi. Des ressorts comprimés se trouvent entre deux chariots identiques, maintenus ensemble par un fil. Brûlons le fil. Le mobile unique va exploser en deux fragments identiques qui partent avec des vitesses de sens contraire, mais de même valeur, comme nous le voyons sur ces deux chronomètres qui indiquent des temps de passage égaux, donc des vitesses égales. Les deux chariots ont acquis des quantités de mouvement égales en valeur, mais des signes contraires. Leur somme, c'est-à-dire la quantité de mouvement après l'explosion, est donc nulle, exactement comme elle l'était avant l'explosion. Essayons maintenant avec des chariots de masse m et 2m. Le chariot de masse double part avec la moitié de la vitesse de l'autre chariot. La quantité de mouvement total du système reste toujours nulle. Retenons donc que si une partie d'un système isolé et immobile est éjectée vers l'arrière, alors l'autre partie du système va se déplacer vers l'avant. Ce résultat est mis à profit dans la propulsion des fusées, aussi bien que dans celle des avions.
Un ballon gonflé monté sur un chariot se dégonfle en faisant partir l'air à travers ce petit orifice. La quantité de mouvement de l'air expulsé est compensée par la quantité de mouvement du chariot qui se met en marche. C'est là le modèle d'un avion à réaction. C'est de même pour un avion à hélice. L'hélice met en mouvement l'air vers l'arrière. Le chariot se met ensuite en mouvement en sens inverse. Pour terminer, observons encore le choc élastique entre deux mobiles magnétiques identiques sur la table soufflante. Les deux mobiles se repoussent. L'un des mobiles est au repos. Lançons l'autre de façon que le choc soit non central et nous constatons que dans ce cas, les trajectoires des deux mobiles après le choc sont perpendiculaires. Un choc est dit non central si la vitesse du mobile incident ne se trouve pas dans la direction de la ligne des centres des deux mobiles. Reprenons encore une fois. La photographie stroboscopique montre bien que les trajectoires des deux mobiles identiques sont perpendiculaires après le choc élastique. Une exploitation détaillée de cette photographie permet en plus de vérifier la conservation de la quantité de mouvement en tant que grandeur vectorielle. Le rebondissement des mobiles sur les bords de la table soufflante peut s'expliquer aussi par la théorie du choc élastique.